Le pédocriminel Joël Le Squarnec condamné à 20 ans de réclusion. Le verdict est tombé à 14h30 ce mercredi. L'ancien chirurgien a été condamné à 20 ans de réclusion, dont 2 tiers de peine de sûreté pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes. Nous retrouverons notre journaliste à Vannes en début de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du mercredi 28 mai. S'il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, soit la peine maximale, Joël Le Squarnec pourra sortir de prison avant cela. L'ancien chirurgien a déjà passé 8 ans en prison. France-Marie, tu es sur place. Comment le verdict a-t-il été accueilli ? Le sentiment qui règne ici chez victimes comme avocats, c'est la déception. Alors d'un côté, la condamnation de Joël Le Squarnec à 20 ans de réclusion, soit le maximum légal, était la peine attendue. En revanche, les victimes espéraient que l'ex-chirurgien soit également soumis à la rétention de sûreté, autrement dit qu'il soit placé dans un centre de soins à l'issue de sa peine de prison. Cette mesure complémentaire avait été demandée par l'avocat général lors des réquisitions, mais elle n'a finalement pas été retenue dans ce verdict. Merci France-Marie. Et parmi les points contestés dans ce verdict, il y a également les 2 tiers de peine de sûreté. Cette peine permettrait à l'accusé de demander une libération conditionnelle dès la fin de la période de sûreté, soit dans 5 ans en 2030, ce qui lui permettrait d'être libéré entre 2033 et 2035. On écoute les réactions des victimes. Alors, premièrement, avec du soulagement, ce que ça veut dire que c'est fini. Et deuxièmement, avec un peu de regret parce que il peut sortir dans quelques années. Ça veut dire que les enfants qu'il va croiser à ce moment-là ne sont pas protégés. Le monde est fait d'enfants, on en croise partout. Les enfants ne sont pas que dans les écoles, les associations ou les hôpitaux. Ça peut être les voisins, ça peut être ils sont partout les enfants. Et lui, on voit bien qu'au niveau de l'évolution, c'est quand même pas rassurant. Tout ce que je souhaite, c'est que cet homme-là ne puisse pas recommencer. J'ai des petits-enfants. C'est important pour moi que ça s'arrête et qu'au niveau national, au niveau des institutions, à tous les niveaux, il y ait vraiment une prise de conscience que nos enfants sont en danger. Les enfants, ce n'est pas des objets sexuels et ils doivent vivre pleinement leur jeunesse et leur enfance sans tous ces troubles-là. C'est donc 3 mois de procès qui viennent de s'achever à Vannes. De la première semaine qui a fait basculer ce procès dans l'horreur au témoignage des victimes abusées par Joël Le Squarnec, retour sur un procès hors norme avec Adrien Paquet. Au tribunal judiciaire de Vannes, fin février, tout le monde s'attendait à vivre des mois éprouvants. Mais les premiers jours du procès de Joël Le Squarnec marquent déjà un tournant. Les scènes les plus marquantes et les plus révoltantes, je pense, ça a été au début de ce procès. Quand sa femme est venue déposer à la barre, elle a eu une attitude désinvolte, irresponsable face à la justice. On n'avait pas l'impression qu'elle était devant une cour de justice et qu'elle prenait conscience des faits qui étaient jugés. Oui, c'était révoltant. 2 jours plus tard, face à son fils aîné, Joël Le Squarnec avouera pour la première fois avoir abusé de sa petite fille. Elle devient sa 300e victime. L'horreur a donc définitivement pris ses quartiers à Vannes. Le pédocriminel met fin au mensonge et reconnaît l'intégralité des faits. Joël Le Squarnec a reconnu que tout ce qu'il avait pu écrire dans ses carnets était véridique. C'est-à-dire que ce n'était pas, comme on avait pu le dire auparavant, certains faits auraient pu être dictés par ses fantasmes. Et là, le procès prend une autre tournure. Il va même jusqu'à reconnaître des faits qui étaient retenus comme des délits, c'est-à-dire des agressions sexuelles. Il reconnaît que ce sont des crimes. Et là, il intervient en tant que médecin. Il dit, si j'ai commis ces gestes, oui, il y a eu pénétration. Donc, on est sur le cas d'un viol reconnu. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Ce procès aura aussi eu la vertu de donner la parole aux victimes. Si elles n'avaient rien en commun, leur agression, elle, les a menées vers un parcours similaire. Vraiment, les profils étaient réellement différents. On assistait à des dépositions de victimes qui étaient vraiment très émouvantes. Elles étaient jeunes, ensuite elles ont eu une enfance et une préadolescence et une adolescence complètement bouleversée, avec un changement d'attitude et des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, des problèmes également pour asseoir et développer et épanouir sa sexualité, un non-désir d'enfant également. Et on retrouvait ce parcours chez énormément de victimes. C'est quelque chose qui était vraiment marquant. Joël Le Squarnec a donc été condamné à la peine maximale sans rétention de sûreté. Pour les victimes, il n'y a maintenant qu'une seule crainte, qu'ils puissent un jour se retrouver en liberté et briser de nouvelles vies.
Et dans le reste de l'actualité, les transformateurs, ces pièces essentielles au fonctionnement du Celtic Interconnector, cette liaison électrique entre l'Irlande et la Bretagne, sont arrivés à la Martyre, près de Landerneau, ce mercredi. Les travaux de la station de conversion qui ont démarré en juillet 2023 permettront au courant continu d'être transformé en courant alternatif pour ensuite être injecté dans le réseau de distribution d'électricité. La mise en service de la liaison est prévue courant 2027. Et puis un homme blessé par un tir d'arme à feu à Meucon dans le Morbihan ce mercredi 28 mai vers 11h. Un homme a été blessé par un tir volontaire d'arme à feu sur la voie publique, selon les pompiers qui y sont intervenus. Selon nos informations, il pourrait avoir été la cible d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. Les auteurs des faits, 3 hommes, sont recherchés. Les possibles auteurs des faits, 3 hommes sont recherchés et la victime a quant à elle été hospitalisée en urgence relative. Et si ce week-end de l'Ascension offrait comme un avant-goût de vacances dans le Finistère, commerçants, hôteliers et professionnels de nautisme se préparent au plus gros week-end de l'année. Louane Le Roland les a suivis dans leurs derniers préparatifs. C'est un week-end attendu qui nous ouvre la saison touristique. Comme tous les ans, Sandra s'active pour aménager son camping au cœur de la nature à Plouigneau. Pour elle, l'Ascension annonce le début de l'été. En effet, dormir dans une yourte au milieu d'une ferme attire beaucoup de vacanciers. Tout ce qui est locatif, tout est pris. Et après, maintenant j'ai beaucoup de demandes pour les emplacements de camping. C'est vraiment le premier gros week-end de l'année. Un moment également primordial pour les commerçants du littoral. Mise en place de ses parasols et nettoyage de ses coussins, Alexis se prépare à rouvrir son restaurant de plage à Plougonvelin. Une date spécialement choisie pour l'occasion. Au total, une centaine de personnes sont prévues ce dimanche, mais encore faut-il avoir un grand ciel bleu. Quand il fait beau, forcément on est ouvert 7 jours sur 7 et malheureusement quand il fait pas beau, on est obligé de fermer. Vu que c'est pas couvert, on n'a pas possibilité d'accueillir des gens. 4 jours de test pour amorcer sa saison d'été. Un sentiment partagé aussi par le club nautique de Crozon. C'est le week-end qui nous permet de nous jauger et de tester de nouveaux produits, de sentir un peu le pouls de notre clientèle. La particularité de ce week-end, les touristes restent locaux. Surtout le Grand Ouest, mais aussi beaucoup de gens qui viennent de Brest, de Quimper, du Finistère ou même du 56. Chaque année, ce sont 2 millions de nuitées réalisées sur ce week-end, annonce le comité régional du tourisme. Un loup aperçu dans le secteur de Scaër. Si on pouvait encore se poser la question de sa présence, elle a été captée par des caméras ce dimanche 25 mai. La découverte a eu lieu alors qu'une quarantaine de brebis d'une exploitation de Scaër ont été tuées depuis la dernière attaque du 11 mai 2025, qui avait quant à elle fait 18 victimes. On ne peut pour l'heure pas exclure que des chiens pourraient aussi être à l'origine de ces attaques. Et puis les vignes se développent en Bretagne et les porteurs de projets commencent aussi à être nombreux. Alors pour la première fois, le groupement des agriculteurs biologiques des Côtes d'Armor a organisé une rencontre entre vignerons installés et les futurs aspirants pour échanger sur la réalité du terrain. Mathilde Kemener a assisté à cet après-midi d'échange. On produira du vin dans 3 ans, à Ploubalay. Je m'installe à Camelaise. Sur les bords de Rance. 6 porteurs de projets de vignobles en Côtes d'Armor se sont déplacés à Erquy chez Laurent Houzé. Et donc du coup là on est sur le gros lot gris, donc planté au mois d'avril. Et donc c'est pas si mal, hein. Ça part plutôt pas mal. Hein. Au total, ce vigneron breton a planté 13 hectares depuis 2023 en bio, la moitié pour obtenir du vin blanc, l'autre pour obtenir du vin rouge. On est sur du pinot noir, Massal. Observation, modèle économique et projet de commercialisation, il a partagé un maximum d'informations avec ses porteurs de projets. Dans le cahier des charges du vin, il est interdit, strictement interdit, d'arroser la vigne. Notamment sur les techniques en agriculture biologique, chères à l'association des vignerons bretons, l'AVB. Tous les 46 vignerons inscrits, 46 ou 47 vignerons inscrits à l'AVB, sont tous en bio. Il faut continuer à partir tous en bio. C'est essentiel d'anticiper, qu'on soit tous unis, qu'on s'entraide. Je préfère donner des conseils, encourager, mais c'est dur. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut encourager, parce que c'est pas évident. Un retour d'expérience qui n'émousse pas l'enthousiasme de ses futurs vignerons bretons. Il va falloir un mental hors norme, je pense. Il n'hésite pas à mettre de l'argent sur la table. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on va trouver une solution. C'est motivant. Grâce au réchauffement climatique, mon rêve va peut-être devenir une petite réalité.
Dans ce vignoble, les premières vendanges auront lieu cet automne 2025 pour une commercialisation au printemps 2026. Et du coup, je fais la bénédiction du vignoble. Pour le coup, je suis plutôt superstitieux. Oui, avec un prêtre, ouais, tout à fait. Musique à présent avec le festival Fanfare qui débutera ce jeudi à Ouessant avant de débarquer à Brest pour animer la traditionnelle foire aux croûtes de ce week-end. Mais pour s'échauffer, la fanfare Zébalise a fait danser les Brestois du marché Saint-Louis dimanche dernier. Un reportage de Maël Delmure. Faire danser la foule, c'est le credo de Florence, membre de la fanfare Zébalise. Saxophone en main, elle se ferait un chemin avant de trouver une place pour commencer le show. On se met là. Aujourd'hui, c'est pour annoncer le festival Fanfare, donc qui existe depuis maintenant plus de 20 ans à Brest. Et en jouant sur le marché, c'est l'occasion de faire de la pub pour jeudi, vendredi, samedi prochain. Alors, entre deux représentations, Florence n'oublie pas de tracter. Tiens, tu donneras ça à maman. Tu donnes à maman? Un moment festif et convivial qui réussit à faire bouger toutes les générations au même rythme. Les fanfares sont effectivement tout public, des petits jusqu'aux grands, et c'est toujours des moments de convivialité très sympas, à la fois pour les gens, mais pour nous aussi, justement, de créer cette convivialité. Le festival Fanfare a invité cette année 150 musiciens de 6 fanfares différentes, toutes ayant leur propre genre, à découvrir gratuitement jeudi prochain. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. D'ici là, portez-vous bien et belle soirée à vous.